Nchango à tous, Mbolani, Marambura, Mouedi, comme on dit chez mes frères Nzebi. Vous regardez le Gestor Show, vous êtes sur Gestor Média et c'est un plaisir pour nous d'être des vôtres. Le Gestor Show, c'est simplement l'émission qui vous ressemble et au cours de laquelle on parle de sujets qui vous ressemblent, de sujets du quotidien. On parle sport, on parle politique, on parle spiritualité, on parle amour, pain, plaisir, ce que vous voulez. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Sonobian, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul, puisque autour de ce plateau, il y a des personnes apprêtées, des personnes au taquet. Et je m'en vais commencer par présenter Miska. Miska, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi-même? Ça va. Et ton semaine week-end? assez compliquée, parce que on a appris le décès du conteur. Chef est là, et c'est quelqu'un que je connaissais. Et que ce soit pour les personnes de culture ou même dans la vie courante, c'était un grand frère, c'était... un véritable génie de son époque. Et donc, on l'a perdu là en début de semaine et c'est compliqué. Oui, toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches et aux toute la personnes famille qu'il aimait. exact, il y a toute la famille finalement de slam et de conte, parce qu'il a aussi été rappeur dans une Notre vie. Exactement. Et donc, voilà, on tenait quand même à rendre hommage à Chef Ella. Donc, rest in peace, Niamour. On se retrouve à Ngonzok. Et voilà, on arrive. Bon, allez, épisode 26 du Gestor Show. Comme le nombre de pistes qu'il y a sur l'album L'Africain, je sais que c'est un album que tu as beaucoup écouté. L'Africain de l'Or des Comidons, que tu connais par cœur. Par cœur, non, mais oui, que j'aime bien. Très bien. Bon, allez, on va parler d'un sujet... On ne peut plus sérieux aujourd'hui parce que on est toujours dans le grand, du moins les préparatifs du dialogue national, sont toujours d'actualité. Et là, 6 mois après le coup de libération porté par le CTRI, il était important que toutes les composantes finalement de la nation se retrouvent autour d'une table pour discuter et pour redéfinir finalement et fixer le nouveau cap que sera le Gabon. Et donc, c'est l'occasion aussi de porter un regard froid sur le passif, sur tout ce qu'il y a eu comme manquement, comme problème, plutôt que de survoler. Et c'est justement la raison pour laquelle on a sur ce plateau des invités qu'on va présenter tout à l'heure. Quand on sait qu'entre 93 et même 2000... On est passé de peu en 2023, lorsqu'on sait qu'à chaque fin d'élection présidentielle, il y a souvent du grabuge avec des victimes aussi. Et donc, il aurait été important qu'une commission vérité et réconciliation soit mise en place. Exact. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. C'est du moins ce que Mme Muriel Minko-Mintsa a annoncé lors de l'émission Les Grands Dossiers, puisque c'est elle qui est le rapporteur désigné pour le dialogue national. C'est ce qu'elle a annoncé sur l'émission Les Grands Dossiers qui est passée le 10 mars dernier sur la chaîne nationale. Il n'y aura malheureusement pas de commission vérité et réconciliation. Et justement, on en parle aujourd'hui parce que sur ce plateau, on a une des nombreuses victimes des échéances électorales précédentes et c'est l'occasion pour nous justement de porter un regard froid sur la situation actuelle des victimes, autant pour lui que pour celles qui ne se sont pas prononcées jusqu'à aujourd'hui. Et justement pour en parler, nous recevons un visage que les personnes qui s'intéressent à la vie politique connaissent bien. Elle s'appelle Madame Annie-Léa Meillet, femme politique, représentante d'associations, observatrice finalement de la vie politique, et c'est un plaisir pour nous de la recevoir. Madame Annie-Léa, comment allez-vous? Je me porte très très bien, ça va. Du moins sur le plan physique, ça va. Mais sur le plan émotionnel, nous sommes en train de revivre un peu les conséquences des événements de la crise électorale de 2016 et quelques années plus tôt 2009. Et s'il faut remonter... En 93, on peut aller jusqu'en 93. Ouais. Donc nous sommes en train de retomber là-dedans dans la mesure où nous avons pensé que l'avènement du CTRI était une porte ouverte pour que ces personnes soient restaurées dans leur dignité. Très bien, et justement sur ce plateau, on reçoit Monsieur Michael, c'est ça?
Monsieur Michael, qui est justement une victime de la dernière élection présidentielle. Et justement, on va discuter justement par rapport au trauma, comment est-ce qu'il, finalement, depuis ce jour-là, comment est-ce qu'il arrive à gérer ça. Et ce sera justement l'objet de notre échange aujourd'hui. Donc, Madame Annie Léa, vous vous êtes constituée en collectif justement pour défendre les droits de ces victimes-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, il faut dire à tout seigneur, tout honneur. Le collectif n'est pas une émanation d'Annie Léa Meillé. Les victimes se sont constituées en collectif. Étaient déjà constituées en collectif. Et à l'approche du dialogue, et le fait qu'ils soient butés un peu, c'est vrai qu'ils ont été reçus, mais ils sont un peu butés sur certains aspects. C'est comme ça que certains ont jugé utile de me contacter, parce qu'en 2016, j'ai suivi ce dossier-là des victimes. Donc, ils estiment que je suis une voix autorisée pour les accompagner dans ce combat qu'on avait déjà amorcé ensemble. Parce qu'il faut dire que ces 7 dernières années, ils ont vécu un peu dans la peur. Et nous nous sommes dit qu'avec l'avènement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du CTRI et comment dire ça, les engagements pris par le président de la transition avaient donné l'occasion à tout le monde de se dire que bon, finalement, on a libéré la liberté. Si nous sommes libres, ça veut dire que justice peut être rendue, parce que nous disons la vérité, elle est sûre de tous. La vérité est sûre de tous. Je peux même dire que nous connaissons les bourreaux. Ce dont on a besoin, c'est d'une reconnaissance, c'est d'une justice, et c'est que les victimes soient restaurées. Non seulement restaurées, mais qu'il y ait réparation. Voilà, qu'il y ait réparation. C'est là tout le débat. Et nous avons espéré, souhaité fortement qu'avec l'appel au dialogue du président de la transition, pour reconstruire, rebâtir un nouveau Gabon, c'est impensable que l'on pense rebâtir sur des bases fausses. Bien sûr. Parce que pour rebâtir, il faut réconcilier les gens. Ce n'est pas, nous n'allons pas parler de restaurer les institutions sans tenir Alors qu'il y a compte des plaies des hommes, qui sont béantes, qui sont... sans tenir compte des hommes. Exact. Et justement, Michael, pour revenir sur ces événements, comment est-ce que vous les avez vécus déjà? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Celle de 2016 ou de 2023? De 2016. 2016. Bon, je ne vais pas refaire le feedback de tout ce qui s'est passé d'abord, pendant l'accident et tout, mais ça a été quand même une expérience... traumatisante. Au-delà de ça. Parce que on connaît notre pays. C'est un pays de paix, une référence mondiale. Le Gabon est un pays chaleureux et accueillant. Vous voyez comment les étrangers vivent et tout le monde sait que quoi qu'il arrive, il y a ça et ça qui ne peut pas arriver. Et quand c'est arrivé, on était simplement... Moi, je parle surtout de moi. Oui. J'étais déboussolé. Je vais vous dire que j'ai passé près de 6 ans avant d'accepter ce qui m'arrive. Parce que, Dieu merci, avec l'événement qui s'est passé le 30 août, on a eu un sursaut d'espoir. Je dis bien un sursaut, pourquoi? Parce qu'après, la réalité nous rattrape avec ce qu'on est en train de voir. Voilà. Donc, ça a été très difficile. Moi, déjà, quand je suis arrivé à l'hôpital général, on a carrément refusé de me prendre parce que je faisais partie de ceux qui étaient dans une marche. D'accord. On m'a clairement dit que s'il il fait partie des manifestants, nous, on ne les prend pas. Donc, ça veut dire que si je suis un peu ce que vous dites, votre accident a eu lieu pendant la marche ou oui. au QG? Si, précisément, je suis la toute première victime de la crise post-électorale. D'accord. De 2016. D'accord. Au charbonnage. Donc, vous étiez tranquillement en train de... Ce qui s'est passé au QG de Jean-Ping, je suis la toute première victime. En journée. En journée. C'était en journée. OK.
D'accord. Et aujourd'hui, donc vous vous êtes constitué en collectif, en association. Est-ce que je ne sais pas si je parle du coup à Madame Anilia Meillet ou à Michael, mais quel est le sentiment général des victimes aujourd'hui par rapport à tout ce qui concerne la prise en charge? Déjà, est-ce que vous avez été prise en charge psychologiquement? Comment vous vivez la chose aujourd'hui? Il n'y a eu aucune prise en charge. Est-ce que des démarches ont été entreprises justement? Des démarches ont été entreprises. Mais là, je vais vous faire juste un petit aperçu de ce qu'on a reçu quand on a voulu plaider notre cause. On a été menacé. Moi, j'ai raté de me faire enlever 3 fois. 3 fois, pas par des personnes, non, par les personnes qui viennent avec des badges police, parce qu'ils étaient sûrs d'eux. Donc, j'ai raté de me faire enlever à l'hôpital avec un autre Enamiko Genole et Nikango, qui est en France, qui est exilé depuis. On a raté de m'enlever au sortir de l'Okoumé Palace quand on allait rencontrer les membres de la CPI. On a raté de m'enlever à lui, au QG de Georges Mpaga, avec M. Roger Edima. Et tout ça, ça a été déjoué que par la grâce de Dieu. Vraiment que par la grâce de Dieu. J'ai été menacé. Mon père, on a tiré sur lui. On a tiré sur lui devant notre portail. J'ai été obligé de partir en catimini, fuir le pays, aller en exil au Cameroun pendant 3 ans. Je suis revenu parce que mon père était très malade et il est décédé malheureusement. Mais on n'a vécu que dans la peur, sous les menaces, parce que dès qu'on parle un peu, c'est le téléphone qui sonne, on vous dit, vous pensez que vous allez avoir quelque chose, vous allez voir, continuez, vous allez voir. Donc c'était devenu catastrophique. Et pour protéger les miens, parce que je savais que ma présence gênait, j'étais obligé de partir. Et grâce à Dieu, à la frontière, j'ai eu l'aide d'un militaire. Parce que tous ne sont pas pareils. Moi, j'ai eu peur parce que quand j'arrive pour prendre le visa à la sortie, il prend mon passeport, il le met de côté, il fait passer tout le monde. J'ai dit que bon, là, c'est fini, ça va s'arrêter ici. Il m'appelle sur le côté, il m'a fait un salut des militaires. Il m'a dit, vas-y soldat, mais ne reviens plus. Alors, Madame Anilia, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des démarches qui ont... puisque c'est vous qui avez repris justement le dossier, est-ce qu'aujourd'hui on a des démarches justement pour que ces victimes-là soient entendues? Je suis, comment dire, très ému par ce que Michael vient de dire. Parce que la vérité est qu'ils ont été complètement abandonnés. Abandonnés à eux-mêmes. Bon, vous me direz pourquoi. C'est tout simplement parce que le pouvoir qui avait mené des exactions était encore sur place. Bien sûr. Donc, la plupart des portes étaient fermées. Il faut dire qu'il y a des démarches qui ont été entreprises parce que je me souviens, moi-même, je me suis retrouvé à Bruxelles, toujours dans le cadre des dossiers. Mais il y en a ici à Libreville qui sont spécialistes des droits de l'homme, qui ont repris le dossier, qui s'en ont occupé. Du coup, j'ai dû un peu m'effacer parce que c'est souvent difficile pour éviter les conflits de leadership. Voilà. Donc, depuis le 30 août 2023, tous autant que nous sommes, au-delà du collectif des victimes, je pense que tous les Gabonais ont salué le coup. Exact. Bon, vous dites coup de liberté. Moi, je dis que c'était un coup d'État. Il ne faut pas avoir peur de dire les termes, même si aujourd'hui, on parle de coup de liberté parce qu'on estime que nous avons été libérés. Mais dans le cadre des démarches, nous sommes plutôt inquiets. Nous sommes inquiets parce que nous ne comprenons pas exactement l'orientation que prend cette transition. Parce que nous avons, je vous dis par exemple, là, lorsque le président avait prêté serment, il avait prononcé des phrases fortes, très fortes. Il reprenait John Jerry Rawlings en disant que avant lorsque le peuple est
écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges. C'est l'armée qui rend doit lui restaurer sa dignité. Voilà. Et il a insisté, mais alors là, insisté sur le mot restauration. Restauration, restauration, restauration. Restauration des institutions, restauration de la dignité des Gabonais. Ça passe d'abord par là. Nous disons s'il faut restaurer, il faut reconnaître parce qu'il a rendu hommage à Oyono Aba, à Pierre Mamboundou, etc. Mais en même temps, le président de la transition justifie leur acte parce qu'ils se disent que s'ils n'avaient pas agi, je crois que le massacre des populations aurait été pire que ce qu'on a vécu en 2016. Donc, c'est déjà une marque de... Nous demandons la reconnaissance. Il faut reconnaître, parce qu'on dit victime post-électorale. Bien sûr. Donc, il faut reconnaître d'abord qu'effectivement, il y a eu des victimes. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas retrouvé leurs enfants jusqu'à ce jour. Il y en a qui vivent avec des balles dans le corps. Moi, je vous dis, lorsque Michael raconte, effectivement, c'est la première victime. Ensuite, il y a eu une deuxième, je crois celle qui avait encaissé une balle sur le Caterpillar ou l'engin. C'est à peu près dans la zone de charbonnage. Ça, c'était le 31 en journée. Le 31 en journée. En journée, on a déjà déploré des victimes. Lorsque nous nous sommes repliés au QG de Jean-Ping, autour de 19h, parce que la marche a été longue, avec la traque des militants, des militaires. Nous nous sommes retrouvés au QG avec tous les leaders. À un certain moment, certains sont partis du QG. Il se dit que certains ont eu l'information qu'il devait y avoir une attaque. Je ne peux pas l'affirmer. J'ai bien dit, il se dit. C'est autour de 1h du matin, parce que j'étais là, dans le siège, que vraiment, il y a eu cet assaut effroyable. Effroyable au niveau du QG. Oui, mais Madame Aniléa, vous avez parlé de quelque chose de très important, c'est la restauration justement de la dignité des Gabonais et justement des victimes aussi. Mais ça passe par des enquêtes. Et justement, une des raisons évoquées par l'organisation justement du dialogue national, c'est de se dire ça prendra certainement du temps parce qu'il va falloir mener des enquêtes, définir les responsabilités et justement peut-être trouver les éventuels coupables. Et donc, ça ne peut pas se faire en un mois. Non, certes, c'est vrai. Mais il faut que l'on sache que la situation, on a envie de comparer la situation du Gabon à celle de la Guinée-Conakry. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que cet argument ne tient pas de se dire que ça prendra peut-être beaucoup de temps? Non, ça ne tient pas parce qu'on ne peut pas convoquer, un dialogue national. Parce que je reprends, là par exemple, le président fait des capsules, là. Je reprends, là par exemple, il dit, dans un dialogue véritable, il ne s'agit pas d'avoir raison, ni de convaincre forcément l'autre. Il s'agit d'exprimer à l'autre une volonté qui finisse par rencontrer la sienne. C'est-à-dire qu'il faut concilier les positions. Mais si on va au dialogue pour concilier les positions, ce sont lesquelles? Parce que là, on ne va pas aller discuter des problèmes sectoriels. Voilà, il faut que le Gabon doit construire des routes. Là, rien que cette phrase du président montre que il y a une cassure sur le plan social. Bien sûr. Mais il y a une cassure sur le plan social. Donc, il faut réconcilier les gens. On ne doit pas réconcilier les gens parce qu'on va restaurer les institutions. Restaurer les institutions, c'est revoir. Non, ce n'est pas ça. Il y a comme une forme de contradiction. Quand on dit on ne peut pas avoir la commission vérité, justice, réconciliation, parce que ce n'est pas le moment d'en parler, mais il faut réconcilier. C'est qui? C'est qui? C'est des gens choisis, parce que le problème, c'est que c'est des gens choisis. C'est le président de la transition qui choisit
Parce que lorsqu'il envoie le message aux partis politiques, envoyer des noms, je choisis qui. Est-ce que vous voyez? Donc moi, c'est un flou. Il nous reste beaucoup de temps, justement. Oui. Je voulais juste intervenir par rapport à cet aspect-là, justement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, pour cette transition-là, pour les personnes en charge de cette transition-là, ce serait un peu biaisé de leur demander de faire une commission vérité et réconciliation, vu qu'on sait que ces extractions ont été perpétrées justement par le pouvoir les militaires à la solde du pouvoir sortant. Donc, est-ce que ce ne serait pas par hasard leur demander de reconnaître, eux, leur responsabilité par rapport à ça? Donc. Mais c'est justement là l'objectif d'une commission vérité. Il faut que les coupables reconnaissent qu'ils ont commis des exactions. Il faut que les victimes acceptent de pardonner. Lorsque vous reconnaissez, vous êtes amnistiés. C'est comme ça. Mais il faut reconnaître. Ensuite, vous avez le pardon de la nation et le pardon des victimes. On ne peut pas... parce que là, je reprends une autre capsule du président de la transition qui dit « Le dialogue national inclusif est une conversation entre Gabonais en vue d'identifier ensemble les mots du pays. » Je pense... On ne peut pas convoquer un rassemblement aussi important pour qu'on aille juste discuter de quels sont les problèmes pour identifier les problèmes sectoriels. Non. Il y a souvent des rencontres qui peuvent se faire secteur par secteur. Mais à ce niveau-là, c'est parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Et la période exceptionnelle doit permettre à ce que nous bâtissions un nouveau Gabon, une nouvelle république. Et on ne peut pas construire une nouvelle république justement, sur des cadavres. Justement, Michael, qui est victime, et on va sortir par là. Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement ou des personnes en charge? Je vais juste rebondir. Le coup d'État ou le coup de libération, si on veut, a été perpétré pourquoi? À cause de ce qui s'est passé en 2016. Exact. Ça, c'est un. Deux, pourquoi on veut nous amener à croire qu'il faut des enquêtes, or qu'on connaît ceux qui ont fait les choses. On connaît qui était le ministre de la Défense, on connaît qui était le chef d'état-major, on connaît qui était le chef de la sécurité, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous demandez? Nous, ce qu'on veut, on va sur la base de ce que le président a dit. Il parle de réconciliation. Pour réconciliation, quand on était jeune, 2 personnes se battaient. Regardez cette caméra, si vous avez un message à faire passer. Quand 2 personnes se battaient, on faisait quoi? On ne cherchait pas à savoir qui avait tort, qui avait raison. On appelait 2 personnes, on vous appelait, serrez-vous la main et faites la paix. C'était ça la réconciliation. Nous, on va sur la base, par exemple, du Rwanda, ou encore, exceptionnellement, en Afrique du Sud. On a appelé tous ceux qui étaient pendant l'apartheid. Ils sont venus, ils ont dit ce qu'ils ont fait, pas qui les a envoyés. Le peuple les a pardonnés. Parce qu'ils ont avoué leur faute, ils ont dit ce qu'ils ont fait, et après, il y a eu une réconciliation. Pourquoi nous, on veut nous faire croire qu'ici, ne peut pas avoir la même chose? Ce sont eux qui ont commis les exactions, c'est eux qui ont libéré le pays. Les Gabonais étaient fiers. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire que je suis fier de l'armée gabonaise. Or que moi, à chaque fois que je voyais un militaire, j'avais le corps qui tremblait. Pas parce que j'avais peur d'eux, j'avais envie de déclencher quelque chose qui me mettait en confrontation avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On les a félicités. Venez nous dire ce qui s'est passé. Nous, on va juger comment vous pardonner pour aller dans une réconciliation, parce qu'il faudrait que les Gabonais recommencent à se serrer dans les mains dans les mains, s'embrasser, se sourire et aller de nouveau. Et il y a des victimes qui, jusqu'aujourd'hui, qui ont besoin... moi, je parle de moi, par exemple. De soins. On m'a fait une opération fictive, donc, je dois repasser sur le billard. Il y en a qui vivent avec des balles, des extraits de grenades, ainsi de suite. Donc, ce que nous attendons, c'est de parler avec le président. On a besoin d'être reçu par le président, parler avec lui dire ce qu'on ressent, lui, et comme un chef de village, trouver une solution qui va apaiser tous les Gabonais et aller sur de nouvelles bases. Aussi simple que ça. Très bien. Et c'est sur ces mots... touchant de Michael, qu'on se dit bye bye pour cette première partie. On se retrouve juste derrière.
Vous êtes sur la deuxième partie du Gestor Show sur Gestor Média. Yeah. Nous avons toujours sur ce plateau Essono Bian. Yeah, le Slim Boy Wonder. Michael. Avec sa belle chemise bleue. Et Madame Annie Léa Mehé, qui nous font l'honneur d'être sur ce plateau avec nous pour parler des sujets qui nous concernent. Ça me fait le corps de garde aujourd'hui. C'est ça. On va continuer sur cette deuxième partie avec justement le même sujet que la première partie, parce que il faut dire que c'était très, très émouvant. Et on ne va pas se laisser comme ça. Je vais introduire cette deuxième partie en demandant à Madame Annie Léa Mehé quand même de savoir, par rapport aux victimes, on sait que il y a des victimes physiques, donc on a parlé tout à l'heure de ceux qui ont reçu des balles, ceux qui ont été amputés, comme on a Michael ici avec nous, plein de victimes physiques comme ça. Mais qu'en est-il des victimes psychologiques? Parce que vous, par exemple, vous étiez là au soir du bombardement du QG de Jean-Ping. Comment est-ce que vous avez vécu la chose, et est-ce que vous avez dans le collectif des victimes, est-ce que vous avez d'autres victimes qui sont des victimes psychologiques? Oui, il y a des victimes psychologiques. Il y en a. Je vous dis, par exemple, Michael, il a fallu qu'il apprenne à écrire. Je n'écris toujours pas. De la main gauche. Je l'écris toujours. Il s'efforce toujours d'apprendre à écrire de la main gauche. C'est une bataille. Moi, je vous dirais par exemple qu'au sortir du bombardement du QG, j'étais à l'intérieur. Et ensuite, il a fallu du courage pour se lever, parce que quand tu voyais toutes les familles en détresse, les parents qui cherchaient leurs enfants, il a fallu se mettre dans la bataille pour faire de l'accompagnement. Accompagner ces gens à retrouver les enfants, certains qu'on retrouvait dans les morgues. Et quelques temps après, j'ai fait un AVC. Un AVC, je suppose que tout ça, c'est post-traumatique. Bon, il a fallu du temps pour me remettre. Et il y en a qui sont... par exemple, quand vous regardez des films américains, ceux qui ont vécu la guerre, à un moment, il y en a qui sont comme ça dans le collectif. Mais que vouliez-vous qu'on fasse? Le parti État de 2016 au 30 août était toujours au pouvoir. Vous pouviez vous adresser à qui? Parce que Michael vous l'a dit. Il vous a dit que c'était des menaces. Ils ont vécu ces 8 dernières années dans la peur. Dans la peur. Donc aujourd'hui, ce qui est quand même choquant, c'est la condescendance avec laquelle certaines personnes répondent lorsque les victimes vont vers eux. Vous pensez qu'on va trouver une solution pour vous? Je vous dis, un député de la transition qui répond à cette émission-là pour dire que, à la question d'une victime, que vous pensez quoi? Vous pensez que ceux-là qui étaient vos bourreaux d'hier, qui sont vos sauveurs aujourd'hui, qui sont assis dans le CTRI, vont accepter qu'il y ait une commission vérité, justice, réconciliation? C'est pour ça que j'étais en train de dire que donc la vérité, elle est sûre. Elle est sûre. On connaît les coupables. On connaît les coupables. Maintenant, il se trouve que ces mêmes coupables-là, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Parce que je suis en train de dire que là, ce n'est pas possible que l'on nous dise qu'on soit venu libérer les gens pour essayer encore de les bâillonner. Absolument pas. Tant que j'aurai un micro ouvert devant moi pour pouvoir m'exprimer, je dirai toujours les choses telles que je les sens, telles que je le pense. Donc, je pense donc que s'il est vrai que les bourreaux d'hier sont les sauveurs d'aujourd'hui, nous avons véritablement des difficultés pour que les victimes trouvent solution à leurs problèmes. Mais justement, en première partie, en première partie d'émission, vous disiez justement que le but, ce n'était pas de définir les responsabilités, de dire que bon, toi tu as Non, vous m'avez mal saisi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Que de dire que telle a raison, tel n'a pas tort. Mais quand on met en place une commission de justice, c'est-à-dire que ça, tel a tort, on le sait déjà. Il faut simplement que les gens viennent reconnaître
ce qu'ils ont eu à faire. Quand vous reconnaissez, vous êtes amnistié. Une faute pardonnée. Et vous êtes... Une faute avouée, oui. Et vous avez... pardonnée. Voilà, c'est ce qu'on demande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'important pour les victimes, c'est d'avoir ce pardon-là. C'est la reconnaissance. Reconnaître que oui, effectivement, nous avons fait mal à ce peuple-là. Nous avons fait mal, il faut le reconnaître. Ce n'est pas de la fiction. Les gens veulent faire croire. Vous pensez que Michael, c'est de la fiction? Ce n'est pas de la fiction. J'ai dit, c'est l'indifférence, le mépris, la marginalisation dont sont victimes le collectif, dont est victime le collectif, qui nous touche le plus. Qui nous touche le plus. Parce qu'il n'y a rien de tel que les gens, on va vous écouter. Même si on nous dit que, bon, il semblerait, je ne vais pas affirmer, que c'est quand même un sujet... assez sensible. Non, certes sensible, mais d'une haute importance pour le président de la transition. Il ne faut pas dire que parce que c'est l'armée qui a commis les exactions en 2016, aujourd'hui, non. C'est un sujet, je pense, qui est sur sa table. Je me dis, la meilleure façon, c'est de dire au collectif. C'est vrai qu'on ne va pas me demander de leur donner le modus operandi, mais de dire au collectif, nous savons que ce problème existe. C'est de les rassurer. Nous avons pris acte de ce problème. Nous allons voir ce problème en temps donné, mais en ce qui concerne le dialogue, une décision a été prise, mais ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas en parler. En gros, de les rassurer. Voilà, nous avons une autre méthode, nous allons utiliser un autre modus operandi pour arriver à cela. Mais en attendant, qu'on reconnaît qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils ont vécu, lorsqu'on leur accorde de l'importance, c'est déjà un début de restauration de leur dignité. Parce qu'ils ont été bafoués. Ces dernières années, il y en a qui ont perdu, qui vivent au jour le jour. Il y en a qui vivent au jour le jour. Parce que certains étaient indépendants. Exact. Ils ont tout perdu. Moi, il y a un qui a fait plus de 306 jours enfermé au B2. Aujourd'hui, femmes et enfants sont éparpillés. Il n'a plus rien. Il squatte. Mais le fait est que cette commission n'aura pas lieu. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des démarches qui vont être entreprises justement dans le sens d'être entendues? N'affirmons pas qu'elle n'aura pas lieu. C'est ce qu'elle a. Un décret a été pris. Ouais. Et je crois que trop de voix s'élèvent pour dire que ce n'est pas normal. Et comment c'est qu'il y a beaucoup de rétropédalage? Le chef, le président... Non, ce ne sera pas un rétropédalage, ce sera de la sagesse. Je pense qu'il n'est pas assez sourd pour entendre toutes ces voix qui se lèvent, pour dire que finalement, on va au dialogue, c'est sur quelle base? Ce sera un dialogue biaisé. On ne veut pas que le dialogue soit biaisé. Maintenant, si ça va se faire, on dit non, ça va se faire, mais comme on dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. Parce que même pour restaurer les institutions, ce sont des hommes qui seront dans ces institutions. Et ce ne sont pas les hommes bafoués, humiliés, qui vont accepter d'aller vers cette reconstruction-là. Est-ce que le collectif va, en dehors du fait d'avoir une commission vérité et réconciliation, est-ce que le collectif va assister au dialogue? Est-ce que vous avez soumis vos propositions comme il a été demandé? Bon, nous, on avait discuté avec les membres de l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont proposé ça, vérité, réconciliation. Et le dialogue est ouvert à tout le monde. Le dialogue est ouvert à tous les Gabonais. Donc, nous, on va forcément prendre part. Et moi, je voulais revenir sur le fait de traiter cette histoire des victimes. Je pense que après le coup d'État, c'est une chose, je pense que c'est la première chose même sur quoi le président se serait penché.
parce que toutes les âmes étaient tellement contentes, ouvertes à recevoir, à accepter ces militaires-là, qu'on devait rassembler que, bon, voilà ce qui s'est passé. Voilà, nous demandons pardon à la population gabonaise. Je pense que ça aurait été autre chose. Aujourd'hui, on ne devait même pas parler de ça. On devait parler d'un dialogue pour les institutions et autre chose, mais pas de ça. Parce que les gens n'ont pas été assez sages de penser à ça. Ils n'ont pas été assez sages. Et c'est triste de savoir que toutes ces personnes, ces leaders politiques, la société civile, qui ont passé de 2016 à 2023 à parler des victimes, sont mieux aujourd'hui. Alors, pour aller dans le sens de Michael, j'ai dit dans une discussion dans le cadre du collectif que les premiers ennemis que vous allez avoir, ce sont toutes ces personnes qui vous ont accompagné hier, qui sont aujourd'hui sous les bonnes grâces du CTRI. Parce que tous ont des positions. Donc, vous pensez que vous allez enlever le steak dans la bouche de qui? Oula. Non, disons-nous les vérités. Non, disons-nous les vérités. Parce que les premières personnes qui vont s'opposer à ce qu'il y ait une commission, que l'on parle de victimes, ce sont certainement nos amis d'hier, qui aujourd'hui sont dans les bonnes grâces du CTRI. On ne peut pas ne pas le dire. Oui, mais c'est aussi ces personnes-là qui se retrouvent à l'Assemblée, justement, et qui ont convié Non, ils n'ont pas convié. Ils n'ont pas convié. Le collectif a demandé de les rencontrer, n'est-ce pas? Oui. Le collectif, c'est le collectif qui fait des démarches. C'est le collectif qui fait des démarches. On a commencé par la présidence, on est passé par le collectif fait des démarches. On est passé par l'Assemblée, le Premier ministre. On n'a pas eu Dès qu'il y a eu le coup d'État, on s'est dit que bon, on a la parole, on peut nous recevoir. On a des accusés de réception. On a plus d'une vingtaine d'accusés de réception. Sans réponse. Très bien. Madame Annie Léa, vous avez cette caméra-là. Si vous avez un message à faire passer aux autorités. Je pense que c'est avec beaucoup de sagesse que le président de la transition a fait toutes ces différentes capsules que je lisais tout à l'heure. Et je crois que son oreille n'est pas assez sourde pour ne pas écouter le message des Gabonais qui sont blessés, meurtris. Je pense que ce que le collectif est en train de faire, c'est de demander un supplément d'âme au président de la transition pour se pencher sur le cas de ces victimes qui ont perdu la foi, ont perdu toute dignité ces 7 dernières années. Le 30 août 2023 a été, comme je l'ai dit partout ailleurs, la liberté a été libérée. C'est vrai que le collectif a droit à la parole, peuvent s'exprimer, mais la marginalisation, l'indifférence et le mépris que certaines autorités affichent face à ces personnes-là nous indignent au plus haut point. C'est pour cela, comme on dit, la sagesse dit, nous sommes obligés d'appeler la plus haute autorité qui est un père, qui est un sage. Parce que lorsque vous êtes à ce niveau, vous devenez le père de la nation. Exact. Donc, Monsieur le Président de la transition, vos enfants vous appellent à un supplément d'âme afin qu'ils soient restaurés dans leur dignité et qu'il y ait réparation dans tout ce qu'ils ont vécu, aussi bien physiquement, matériellement, émotionnellement, moralement. Je vous remercie. C'est sur ces mots qu'on va se dire bye-bye. Bon allez, c'était le Gestor Show. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye-bye.